Ravi de vous retrouver sur Equinox Télévision. C'est la grande édition du 20h qui démarre à l'instant. À la une de cette édition, affaire de mœurs impliquant un journaliste et une adolescente à Douala. Le gouvernement condamne ces actes dégradants pour la victime et promet des poursuites judiciaires pour les auteurs de ces abus, et atteintes à la pudeur. C'est l'essentiel de la conférence de presse qu'a tenue le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Participation des clubs camerounais aux compétitions africaines. La CAF fixe au 30 juin la date butoir d'engagement. Le Cameroun respectera-t-il ce délai dans un contexte où les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 n'ont toujours pas démarré? Voilà pour le sommaire. Merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, ces faits de société. Une citoyenne centrafricaine assassinée à Douala, plus précisément au quartier Akwa. Le corps sans vie de Edith Flore Mbaté a été découvert dans une chambre gisant dans une mare de sang. D'après le constat de la gendarmerie, la victime a reçu 20 coups de poignard qui l'ont totalement vidé de son sang. Le crime s'est déroulé à 20 mètres du consulat de Centrafrique à Douala. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame. Je vous propose d'écouter le compagnon de la victime au micro d'Innocent Abega. Quand j'avais fini le boulot, j'avais mal au ventre. Je suis rentré à la maison. Maintenant je l'ai appelée à 19h. Je dis que voilà, je suis rentré à la maison, je ne me sens pas bien. Elle me dit qu'elle s'apprête pour venir à la maison. Elle dit que quand tu veux rentrer à la maison, achète le pain et tu m'amènes ça. Elle me dit qu'il n'y a pas de problème. C'est là maintenant, à partir de 21h, je l'appelle, le téléphone ça ne marche pas. 21h30, je l'appelle, ça ne marche pas. 22h, je l'appelle, ça ne marche pas. 23h30, je l'appelle, ça ne marche pas. Je m'inquiétais. Quelque chose me dit de venir ici. Je dis que non, il fait déjà tard, je ne peux pas venir ici. C'est là où je me suis couché. Et ce matin, un de mes frères qui est parti me retrouver me dit que non, on part. Je dis que non, regarde, je n'ai pas vu Edith hier soir. C'est une amie, je suis une petite amie. Quand tu es avec une petite amie, tu ne le vois pas, il faut venir le contrôler. C'est là maintenant, je suis venu, j'ai garé la voiture, je rentre ici. Je cogne la porte 5 fois, personne ouvre la porte. D'habitude, je cogne la porte une seule fois, elle ouvre ça. C'est là maintenant, je voulais faire comme ça, la porte est ouverte. Je rentre maintenant, je commence à l'appeler. Edith, je crois qu'elle se soulageait, comme c'est le matin. Elle peut être dans la douche, elle peut se laver. Edith, personne ne me répond. Edith, personne ne me répond. C'est là maintenant, je rentre dans la chambre, je regarde comme ça, je vois le sang, je voulais regarder comme ça. Merde, je l'ai retrouvé à côté de son lit là-bas avec le couteau. Je cours maintenant vite. Je pars retrouver mon frère, l'attaché militaire de consulat. Immédiatement, je l'ai pris dans la voiture. On s'est rendu à la gendarmerie des Fêtes Salles pour prendre les gens pour venir faire les enquêtes. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Et de Douala à Kribi, un citoyen français assassiné dans la cité balnéaire. Grégoire Pascal Lemaire a été retrouvé mort à son domicile. Le récit des faits, c'est avec Joseph Abena. Pour la première fois, l'espace public est envahi par les Français en colère à Kribi. Sous la conduite du consul honoraire, ils dénoncent l'assassinat de leurs compatriotes. Je ne peux pas donner évidemment tous les éléments de l'enquête pour répondre à votre question, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'assassinat, et je pèse mon mot, c'est un assassinat, était délibéré. C'est pas comme un cambrioleur qui panique ou monsieur le maire qui résiste, on lui donne un coup de couteau pour ou se dégager ou rentrer. Non. Le criminel ou les criminels ou la criminelle était là pour le tuer. L'intention de le tuer est manifeste. Grégoire Pascal Lemaire, né le 6 juillet 1955 en France, a été retrouvé mort à l'entrée de son domicile. Une jeune demoiselle retrouvée enfermée à l'intérieur dit avoir entendu des altercations à l'extérieur. En allant déjà dans la chambre, c'est comme ça que je me mets dehors. Là, je dis d'abord que j'avais peur du chien. Comment ça quand j'ai vu, donc comme si on passait les choses à la maison, il a commencé à crier à l'aide, le chien a boité aussi. Voilà la police de chien et puis la chambre, peut-être que je me suis caché. Je suis sorti seulement quand je suis sorti. Grégoire Pascal Lemaire, dont les pièces personnelles ne renseignent guère ni sur sa profession,
ni sur son activité à Kribi, vivait seul depuis plusieurs années ici, dans la cité balnéaire de Kribi. Et 3 présumés malfrats aux mains de la gendarmerie nationale. Ces hors-la-loi étaient spécialisés dans le blanchiment d'argent et agression à main armée. Ils ont été interpellés en pleine opération au quartier Bonamoussadi grâce au concours des conducteurs de mototaxi. D'autres précisions dans ce reportage de Cédric Nding et Innocent Abega. Un pistolet automatique Beretta, un fusil d'assaut AK-47 Kalachnikov et un véhicule. C'est l'attirail en possession de ce trio de la terreur au moment de leur interpellation à Bonamoussadi dans l'arrondissement de Douala 5e. 3 individus ont été interpellés. Ils étaient en possession de l'MPA où ils ont jeté, on ne sait où, avec leur téléphone. Une interpellation choc qui se fera à la suite d'une course effrénée dans les artères de la ville et qui prendra fin avec l'implication des mototaxis. Arrivés sur le terrain, les gars nous ont vus, ils ont pris fuite vers Bonamoussadi et c'est la population, grâce aux Bensikinais, qui ont pu mettre la main sur eux. Après exploitation dans les locaux de la 2e région de gendarmerie, ces derniers passent aux aveux et révèlent faire partie d'un réseau de blanchiment d'argent et de vente d'armes. Ils font dans le blanchissement d'argent, ils font la vente des armes en ligne, comme vous voyez. On invite des populations toujours à nous assister, parce que c'est grâce à la population qu'on a eu à mettre main sur eux. Lutte contre la drogue et stupéfiants, 5 hectares de cannabis détruits à Batiam dans la région de l'Ouest et 3 présumés malfrats en exploitation. Ils seraient les principaux fournisseurs de cette drogue aux bandes armées qui sèment la terreur dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. D'autres précisions dans ce reportage de Vivien Tonfac. Et je vous le disais, lutte contre la drogue et stupéfiants, 5 hectares de cannabis ont été détruits à Batiam dans la région de l'Ouest et 3 présumés malfrats en exploitation. Ces derniers seraient les principaux fournisseurs de cette drogue aux bandes armées qui sèment la terreur dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Échec de justice populaire à l'extrême nord, une centaine de conducteurs de mototaxi irrités par le meurtre d'un des leurs, et ils ont protesté dans les rues de Maroua pour exprimer leur mécontentement. Informé de l'incarcération de l'un des présumés agresseurs au commissariat du coin, la horde de mototaximènes s'y est déportée pour en découdre avec le bourreau de leurs camarades. Tentant de forcer le passage, ils ont fait face à l'opposition des forces de maintien de l'ordre ce qui a failli dégénérer, provoquant la descente sur les lieux du préfet du Diamaré. Jean-Marc Eko-Ambarga est allé apaiser les esprits surchauffés et ramener la sérénité. Il a rassuré les conducteurs de mototaxi que l'enquête est en cours et elle déterminera les coupables et les circonstances de cette agression. Je vous propose de suivre la réaction d'un manifestant et celle du préfet du Diamaré au micro d'Amadou Daïro. Ce qui s'est passé hier là, ça a commencé d'abord par, c'était une agression. Il y avait un camarade qu'on a agressé de l'autre côté de Zileng. Bon, puis le bandit a commencé à fuir, le comité de vigilance a saisi le bandit. Donc ils l'ont conduit au commissariat du 4e. La police a pris le bandit, ils sont partis. On ne sait même pas là où ils se retrouvent. Mais après, les gars ont dit que non, eux, ils veulent le bandit là pour tuer le bandit. Parce qu'il a tué notre camarade. Ce qu'on demande au gouvernement, on doit travailler ensemble avec les forces de maintien de l'ordre. Quand on arrête un bandit qui a tué un mototaximan, on le conduit en prison. On lui condamne définitivement. Parce que quand il tue un gars de moto, on le conduit à la prison, le lendemain il sort. C'est ça qui énerve. Je veux d'abord apprécier ce que nous venons de faire ensemble. Vous savez, on n'est jamais sage tout seul. Quand vous avez des situations dans la ville, vous avez beau être le préfet, le sous-préfet ou le maire, c'est toujours bien de discuter avec les autres. Il vous souvient que hier, il y a eu un mouvement d'humeur des conducteurs de mototaxi dans la ville. Nous avons donc cru qu'autour de la table, nous devons inviter tous les acteurs, toutes les parties intéressées pour que nous essayions de réfléchir, qu'on fasse un examen de situation par rapport à ce qui s'est passé hier et qu'on envisage ce qui devrait se passer dans l'avenir.
C'est pour ça donc que toutes les parties sont venues et on a déjà discuté pendant plus d'1 heure de temps. Nous voulons tout simplement retenir que le chef de l'État a demandé qu'on encadre les conducteurs de mototaxi, les encadrer, les accompagner au quotidien. Et c'est pour ça que nous souhaiterions que chaque fois qu'ils ont un problème, ça ne sert à rien de descendre dans la rue, de brûler les pneus, de bloquer la circulation. Il faut aller vers les autorités. Les sous-préfets, les maires, le préfet, même le gouverneur sont ici à Maroua. Et leurs bureaux sont ouverts. Vous devez aller poser votre problème et on va chercher les solutions ensemble. Ça ne sert à rien de poser des actes qui sont de nature à attenter à l'ordre public. Affaire de mœurs qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux impliquant un journaliste et une adolescente à Douala. Le gouvernement condamne ces atteintes à la pudeur et abus sur mineurs. Face à la presse, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille promet des poursuites judiciaires contre les présumés auteurs de ces actes. On fait le point dans ce reportage de Joël Essengue et Gizogo. Images indécentes et choquantes. Un air grave et le ton solennel, c'est sous cette allure que la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille est apparue lors de la communication gouvernementale à Yaoundé au sujet de l'affaire Malika qui défraie la chronique. Elle s'est d'abord interrogée sur l'agenda des auteurs de cette affaire. Ce triste événement s'est déroulé le mercredi 16 juin 2021, jour pourtant dédié à la célébration de l'enfant africain. Quel message voulait-il passer? Soulignant combien ces actes sont dégradants pour les victimes, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a rappelé qu'ils sont de plus en plus récurrents. Ces actes qui ôtent la dignité à nos enfants sont de plus en plus fréquents et font l'objet de commentaires d'une violence inqualifiable, livrant les victimes à une sorte de vindicte populaire. Ils sont commis au sein des familles, des établissements scolaires, des domiciles privés, des lieux d'hébergement, des milieux professionnels, des bars dansins et cabarets et d'autres lieux ouverts. Abordant cette problématique à l'aune des dispositifs juridiques, elle a précisé en quoi ils sont enfreints par ces pratiques. L'exploitation sexuelle des jeunes et des enfants, ainsi que tous les cas d'abus et violences faits à leur encontre, constituent des atteintes graves à leurs droits fondamentaux, proclamés par le préambule de notre loi fondamentale et contenus dans les instruments juridiques de protection des droits de l'enfant ratifiés par notre pays. Mais à quoi les bourreaux doivent-ils s'attendre? Y aura-t-il des poursuites judiciaires contre eux? C'est à peine que la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a évoqué le code pénal en cette circonstance. L'acte en lui-même est déjà ignoble. Le publier l'est encore plus. Il s'agit là des faits réprimés par notre code pénal. Je saisis cette occasion pour dénoncer avec la dernière énergie de tels actes odieux et malsains qui chosifient la jeune femme, en font un objet sexuel dénué de toute valeur. Plus tôt, le gouvernement annonce qu'il va se limiter à ce que la ministre de la Famille appelle une synergie d'action. J'en appelle à une synergie d'action de toutes les parties prenantes à la lutte contre ces fléaux. Pouvoir public, autorités politiques, judiciaires, traditionnelles et religieuses, société civile, pour qu'une lutte sans merci soit menée contre les auteurs. Il faudra donc encore attendre pour savoir si le gouvernement va passer à la phase répressive dans les cas de dépravation des mœurs au Cameroun, dans les réseaux sociaux. L'homme d'affaires Aliko Dangote chez Paul Biya. Il a été reçu ce jour en audience au palais de l'Unité. Le patron du groupe Dangote, propriétaire d'une usine de ciment à Douala, a échangé avec le chef de l'État sur les nouvelles opportunités d'investissement au Cameroun. Face à la presse, le milliardaire nigérian a fait savoir que la discussion avec le président de la République a porté sur la poursuite des investissements du groupe Dangote au Cameroun, notamment dans le secteur du pétrole, le gaz et d'autres domaines.
Sur le climat des affaires, la première fortune d'Afrique a apprécié les facilités accordées aux investisseurs. Sur les coûts encore élevés du ciment, Aliko Dangote a indiqué qu'il est à la recherche des financements pour doubler la production du ciment et ainsi réduire le prix d'achat. Il a été élevé au grade de commandeur de l'ordre et de la valeur pour ses succès en Afrique et au Cameroun. Parlons éducation à présent. Il est la principale curiosité au probatoire session 2021. Falaye Koulou est candidat au sous-centre d'examen du lycée de Garoua, Diamboutou. Obtenir ses diplômes, c'est la principale motivation de son retour inattendu sur les bancs à 62 ans. Nos reporters Kedjara et Olivier Tiefo sont allés à sa rencontre. Sur les bancs du lycée de Garoua, Diamboutou, dans le nord Cameroun, un bien curieux impétrant au probatoire, session 2020-2021. Plus âgé que ses petits camarades et même ses examinateurs, Falaye Koulou, la mine sérieuse, tient fièrement son stylo pour braver l'épreuve en cours. Né vers 1959, ce père de famille âgé de sensiblement 62 ans a fait le choix de retourner à l'école. Dans son entourage, les soutiens sont nombreux. Ses femmes et ses enfants d'abord. Il faut que ses enfants aussi doivent fréquenter. Mais également ses collègues, contents de cette initiative. C'est lui qui nous a formés en ce qui concerne la perception à la recette municipale de la communauté urbaine de Garoua. Et nous avons travaillé ensemble depuis longtemps. Et je suis très fier aujourd'hui d'apprendre que notre grand frère, vraiment à son âge, postule pour le concours de probatoire. La décision de retourner à l'école n'a pas été facile à prendre, encore moins à assumer. En plus des cours classiques, le père de famille s'est inscrit au cours de répétition pour se donner toutes les chances. J'arrive à m'en sortir parce que d'autant plus que nous avons fait l'anglais, mais c'était bien, correctement bien de mon côté. Et la philosophie, tu sais que je suis de la matière en philosophie. C'est mon rôle principal. Donc c'est comme COF 4 là. L'anglo-sical là, ça fait du bien. Dans son centre d'examen, son attitude est scrutée par les examinateurs qui trouvent en lui un très bon élève. Et selon lui, l'examen, c'est pas seulement pour chercher le travail, mais lui, il cherche à se cultiver. Et depuis hier, c'est l'un des meilleurs candidats parce qu'il est l'un des premiers à venir avant les autres candidats. Le rendez-vous est pris pour août 2021 à la lecture des résultats afin de savoir si oui ou non Falaye passe en terminale. Parlons économie à présent. Offrir aux politiques un outil fiable de décision, c'est l'objectif visé par la Banque d'État des États d'Afrique centrale. Avec l'Institut national de la statistique, la BEAC lance la production d'un indice des activités économiques en zone CEMAC. La phase de pilote démarre au Cameroun. Georges Mitterrand-Dam et Donald Brice Kamgan. La Banque des États d'Afrique centrale s'appuie jusqu'à présent sur les instruments indirects tels que les taux d'intérêt sur les placements et les coefficients de réserve obligatoires. Or, ces outils ne sont pas compatibles avec les objectifs des monnaies et des crédits, l'évolution des prix ou la croissance réelle des États. À travers les structures nationales de production des statistiques, l'institution financière veut réconcilier les sphères monétaires et réelles et permettre une prise de décision éclairée. Au Cameroun, c'est l'INS qui fera la tâche. Alors, les prétextes sont nombreux, n'est-ce pas? Mais le prétexte essentiel, c'est le suivi de l'activité économique dans notre région. Il ne faut pas vous échapper que nous avons l'activité au Cameroun, au Gabon, et ainsi de suite. Il s'agit de trouver un instrument harmonisé qui permet effectivement d'évaluer l'évolution de l'activité. Et maintenant, au niveau infra-annuel, il ne s'agit plus de regarder les données d'une manière annuelle, il faut regarder cela au quotidien et surtout de manière trimestrielle.
L'ICAE, l'indice composite de l'activité économique que les États de la CEMAC devront produire, va fournir une information macroéconomique claire sur la dynamique conjoncturelle, notamment pour chaque branche d'activité. C'est un indicateur qui sera valable au niveau de la région de la CEMAC. Cette fois-ci, nous faisons l'enquête de base. Après, ce sera au niveau des autres pays de la CEMAC, puis nous allons avoir un suivi trimestriel. Le Cameroun va servir de pays pilote dans zone CEMAC. Concrètement, 782 entreprises sont ciblées. Des équipes y passeront pour collecter les données devant être analysées afin de permettre à la BEAC de mieux comprendre la position des économies, évaluer les potentielles tensions inflationnistes, apprécier le niveau général des prix dans la sous-région. Coup de frein dans la construction des infrastructures dans la région du Sud-Ouest. Plusieurs projets sont à l'abandon. Le motif, insécurité et tension de trésorerie. Derek Diator et Nadine Yambou. Dans la région du Sud-Ouest, la quasi-totalité des projets financés par le budget d'investissement public sont à l'abandon. Voici à quoi ressemblent l'école publique et le lycée bilingue d'Issangili. Les deux infrastructures scolaires sont envahies par des hautes herbes et complètement délabrées au grand désarroi des populations. Avant 2018, la plupart des projets n'étaient que des idées. Mais pendant l'exécution, plusieurs ont connu des difficultés. En conséquence, certains projets ont été abandonnés et d'autres réalisés partiellement, ce qui a causé d'énormes désagréments à l'endroit des populations. C'est fort de ce constat que les responsables de la délégation régionale du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire mènent des réflexions à Buea pour évaluer les obstacles à la maturation des projets dans le Sud-Ouest. Le Premier ministre a signé un décret convoquant cette réunion dont le point focal est la maturation des projets. En fait, pour parler de maturation des projets, il faut effectuer des descentes sur les terrains où sont exécutés les projets, évaluer les coûts, l'impact environnemental, la faisabilité et présenter les documents qui renseignent sur l'exécution des 10 projets. Pour les élus locaux, cette rencontre de Buea arrive à point nommé dans la mesure où elle permettra de mieux cerner les difficultés dans la réalisation des projets, parmi lesquels l'insécurité et les tensions de trésorerie. L'insécurité est l'une des préoccupations sur le terrain et qui ne favorise pas l'exécution des projets. Et l'autre problème qui freine la réalisation des travaux, ce sont les difficultés financières. La rencontre de Buea débouchera-t-elle sur la relance de plusieurs chantiers abandonnés dans la région du Sud-Ouest? C'est la grande question au moment où plus de 220 projets sont annoncés. Hors de nos frontières, aménagement du gouvernement en Centrafrique, le professeur Faustin Archange Touadéra crée un ministère du désarmement, de la démobilisation, de la réintégration, du rapatriement et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. C'est l'essentiel d'un décret présidentiel signé ce jour et comprenant 3 ministres d'État. Parlons sport à présent, menace d'une saison sportive blanche sur les clubs camerounais. La Confédération africaine de football vient de fixer au 30 juin la date butoir d'engagement des clubs aux compétitions internationales. Comble des malheurs, les championnats locaux n'ont toujours pas démarré. Emos Fongo et Aïk Cyril. C'est toujours stade mort depuis la fin de la phase aller des championnats Elite 1 et Elite 2 du Cameroun. Les présidents de clubs refusent d'envoyer leurs équipes sur le terrain. Ils réclament le versement de la subvention des pouvoirs publics, soit 560 millions de francs CFA. Les présidents de clubs ont exprimé leurs revendications au ministère des Sports et de l'Éducation physique. En réponse, le MINSEP affirme que la subvention revendiquée avait été versée en début de saison, au plus fort de la crise entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et la Fédération camerounaise de football. Si le MINSEP consent tout de même à verser une subvention supplémentaire, ponctuelle et exceptionnelle de 200 millions de francs CFA, les conditions pour y accéder s'avèrent draconiennes.
Invité à présenter un mémorandum de dépenses au moment de toucher la première tranche, 100 millions de francs CFA, et un compte d'emploi avant de recevoir la deuxième tranche, les présidents de clubs durcissent à leur tour le ton en naguant qu'en plus de la subvention de cette année, ils pourraient également revendiquer celle de l'année dernière qui, d'après eux, n'avait pas été payée, soit un total d'1,2 milliard de francs CFA. En plus de la subvention du ministère des Sports et de l'Éducation physique, la primature verse pour le fonctionnement de la Ligue de football professionnel 350 millions de francs CFA, tandis que la subvention de la FECAFOOT est évaluée à 280 millions de francs CFA par an. La revendication des présidents de clubs ne concerne que la subvention liée à l'organisation du championnat. La Coupe du Cameroun, quant à elle, se dispute de manière quasi normale. En attendant de voir clair dans la guéguerre MINSEP, président de club, l'on s'achemine vers une saison blanche au Cameroun. Dans une lettre adressée aux associations membres, la Confédération africaine de football rappelle la date butoir d'engagement des clubs aux compétitions internationales fixée au 30 juin 2021. Et sur le chemin de la CAN, parlons du football comme moyen de lutte des Noirs contre l'oppression des Blancs en Afrique du Sud. La stratégie avait réussi aux militants de l'ANC emprisonnés sur l'île Robben Island. Ils avaient même créé un championnat, des clubs et une fédération, la Makana Football Association. Allons à la découverte de cette île du diable où torture et humiliation étaient les maîtres mots des autorités pénitentiaires. C'est avec Jean-Paul Chouniette. Vous êtes offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. I served 10 years on Robben Island. I served a total of 21 years in prison. I spent 15 years on Robben Island as a political prisoner. I was convicted on charges of sabotage. I spent 10 years on Robben Island for high treason. Bâtie sur une île ovale de près de 5 km² au large de la ville du Cap, la prison de Robben Island a vu défiler des hommes célèbres dans ses cellules depuis sa mise en service en 1658 par les premiers colons hollandais installés en Afrique du Sud. Transformée en prison militaire et lieu de quarantaine à l'arrivée des colons britanniques en 1795, le pénitencier de Robben Island va connaître au fil des siècles de nombreuses mutations, devenant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale une prison de sécurité maximale dès 1961. Et c'est là-bas, dans cette prison de haute sécurité, que sont incarcérés courant 1963 la plupart des militants nationalistes de l'African National Congress, l'ANC, Nelson Mandela et tous les joueurs des clubs noirs et les officiels de la South African Soccer Federation. Leur seul péché commis, affirmer l'identité noire en revendiquant la liberté et l'égalité pour tous. Inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État, ces militants de l'ANC passent presque toute leur vie sur l'île, entre torture, travaux forcés et confinement dans des cellules infectes de Robben Island, surnommées même Alcatraz, en raison de l'impossibilité de toute évasion, au milieu d'une vaste étendue d'eau glaciale, à l'image du célèbre pénitencier de l'époque dans la baie de San Francisco, aux États-Unis. Être seul te faisait réfléchir et voir comment changer ton comportement. C'était l'île du diable. On nous traitait très mal. On était frappés, exposés au froid glacial, mal habillés et sous-alimentés. En un laps de temps, tu oublies qui tu es. On t'assimile au numéro de ta cellule. Tu n'es pas un humain, juste un numéro.
Des moments de joie, il y en a eu, tout comme des moments douloureux aussi. There were painful moments. Le régime de l'apartheid était maître dans l'art de la persécution et surtout psychologique. L'écho des tortures et mauvais traitements sur les détenus résonne à l'international, poussant le régisseur à ouvrir les portes de la prison à la presse nationale et internationale, invité pour redorer le blason du pénitencier, baptisé Alcatraz pour ses méthodes inhumaines. Suite aux allégations persistantes sur les mauvaises conditions de détention à la prison de Robben Island, j'ai fait venir les médias pour voir d'eux-mêmes le réel traitement des prisonniers condamnés pour atteinte à la sécurité de l'État. Vivant dans des conditions extrêmes, les militants de l'ANC sont privés de divertissement, notamment jouer au football dans l'enceinte de la prison. Un sport qui jouait déjà par des victoires. Un rôle particulier dans la déconstruction de la supériorité blanche sur les Noirs. Nul ne pouvait s'asseoir que sur son matelas, rester là à ne rien faire. Si oui, enrouler des objets en forme de balles et jouer dans sa cellule. La demande était faite pour qu'on nous laisse jouer dans la cour avec un vrai ballon de foot. Et dès 1964, Mandela et ses hommes font une demande commune. Le droit de jouer au football, une doléance restée sans réponse 3 années durant. Nous avions besoin d'un plan durable en rapport avec les peines prolongées pour organiser le football ici. La lutte pour améliorer les conditions de jeu faisait partie d'un plan global. Convaincus que le football à cette époque était l'unique moyen de retrouver leur dignité et faire retentir les idéaux de méritocratie, justice et de démocratie au sein de la prison, au prix des luttes et pressions acharnées sur l'administration pénitentiaire. 30 minutes de jeu leur sont accordées chaque samedi pour taper dans un ballon dans la vaste cour de la prison. Les autorités pénitentiaires ont revu leur décision. Et un matin, un geôlier est venu avec un ballon et nous l'a balancé. Voilà ce que vous avez toujours demandé. Allez donc vous amuser. Des années auparavant, je ne suis pas sûr qu'ils avaient compris le sens de dire « laissez-les jouer au foot ». Nous n'en croyons pas à nos yeux. C'était tout simplement hallucinant ce qui nous arrivait. C'était une euphorie totale. Simplement merveilleux. En dépit de cette demi-heure de jeu accordée aux détenus chaque week-end, la brèche de liberté est prise très au sérieux par les militants de l'ANC, qui créent la Makana Football Association. J'y ai fondé la fédération de Makana. Bien qu'incarcérés, nous n'étions pas isolés. Jouer au ballon nous connectait au monde entier. Le moindre droit que nous cédaient les autorités était une victoire. Cela renforçait notre conviction qu'un jour, nous serions libres comme de vrais citoyens. Tout cet environnement nous motivait à continuer la lutte contre l'apartheid. De plusieurs centaines de prisonniers de Robben Island, la majorité fut des militants nationalistes. Nelson Mandela, président de l'African National Congress et futur président de la République. Govan Mbeki, le père de l'ancien chef de l'État Thabo Mbeki. Il fut condamné à perpétuité. Walter Sisulu et Jacob Zuma, 4e président noir d'Afrique du Sud. Pendant leur séjour à Robben Island, le combat pour l'égalité des droits civiques et sportifs était loin d'être terminé à la fin de la décennie 60.
Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Et c'est avec ce reportage de Jean-Paul Chouniat que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Solidarité gouvernementale autour d'une affaire de mœurs. Gouvernemental est clair, il faut le préciser, Serge Alain Autou, les auteurs ou les présumés auteurs de ces actes ignobles survenus le 16 juin dernier, jour de commémoration de l'enfant africain, répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Vous avez suivi la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille condamnée avec la dernière énergie ces abus sur mineurs. Elle appelle à une synergie d'action pour mettre fin aux violences faites sur la jeune fille ou la femme. À la tête du probatoire à 62 ans. Fayal Koulou, c'est son nom. Il est âgé de 62 ans et est candidat au probatoire session 2021. Pour lui, obtenir ses diplômes, c'est la principale motivation de son retour inattendu sur les bancs. Le responsable de ce centre d'examen a précisé qu'il est un candidat assidu, un véritable exemple de détermination et de persévérance pour la jeunesse camerounaise. Serge Alain. Et vous lui souhaitez quoi? Très bonne chance. Voilà, merci. Merci Julien Berthe Bissaï. Rendez-vous demain 20h.